Bonjour Dimitri. Bonjour Yann. Ah, tu as hurlé dans ton micro, non je rigole. Bonjour à tous, bienvenue sur Wrestling Clinic Radio. Bienvenue dans l'épisode numéro... 5. Yes, je pensais que tu allais me... J'ai bien suivi. Ouais, très bien. Épisode numéro 5 de la Monday Night War. Donc on est aujourd'hui le 2 octobre 1995. Raw et Nitro se tirent la bourre parce que les deux émissions vont faire la même audience de 2,5 millions à peu près de téléspectateurs. La grosse différence entre les deux, ce sera au niveau des spectateurs dans la salle, parce que Raw, on est dans la même salle que la semaine dernière, avec le mec au premier rang avec les bras croisés devant seulement 1500 personnes. Et donc, on va... Qu'est-ce qu'on a dans cette semaine on a de nouveau un bon petit moment. Franchement, moi, j'ai... autant des fois ça me faisait chier, je le voyais vraiment comme une contrainte de faire la nuit des temps sur la clinique, autant pour la Monday Night War, une fois qu'on aura raccroché, je sais que j'ai plein de taf cet après-midi, etc. Mais mon esprit est déjà en train de se demander quand est-ce que je pourrais me remettre devant le network pour regarder les 2 prochains épisodes. Oui, c'est ça. Et puis le format aussi est beaucoup plus agréable que les pay-per-view de 3 heures. Oui. 45 minutes, c'est génial. Parce que quand tu as Midion contre le Godfather... Oui. Ça fait mal au yonf. Bref, ce Raw, il commence avec le récap de la semaine dernière. Alors moi, j'aime bien. Je trouve que les récaps de la WWE sont quand même plus funky et plus vendeurs que ceux de la WCW. Parce que la WCW, c'est des cuts de l'émission. Alors que la WWE, il y a un petit peu de musique et il y a un voice-over de Vince McMahon. Donc oui. c'est plus vendeur. Donc la semaine dernière, les Smoking Gun ont remporté les titres par équipe en battant Owen Hart et Yokozuna. Et direct, là c'est Razor Ramon qui arrive pour affronter de nouveau le 1-2-3 Kid qu'il avait déjà affronté lors du Raw du 18. C'est bien ça, 18 septembre. Oui, c'est ça. 18 septembre. Donc on rappelle à juste titre la première victoire du 1-2-3 Kid qui à l'époque était vraiment un jobber, le 17 mai 1993. Et donc là, alors je ne sais pas si on les avait déjà vus, tu vas me confirmer, Lawler et Vince qui parlent en début de show comme ça devant la caméra. Non, là je pense que ça fait aussi partie des choses qu'ils ont un petit peu adaptées pour s'inspirer de la WCW. C'était effectivement la première fois. Mmh. Donc ouais, là ça rajoute un petit feeling... on est sur place, on est là, c'est live, enfin c'est du différé en conditions de live. Donc ouais, influence WCW. Donc ce match, qu'est-ce qui se passe il est surtout né de en fait, ce qui s'est passé à In Your House il y avait marqué 2 Sundays ago, donc il y a 2 dimanches. En gros, ça veut dire 8 jours. Il y avait Razor Ramon contre Dean Douglas, et Razor Ramon a le match, comment dirais-je, gagné. Sauf que l'arbitre, alors je sais plus pourquoi il avait été distrait. C'est ça ? Ouais, l'arbitre était distrait. Oui, il y a des ref bumps de toute façon dans tous les shows à cette époque. Hein. Ouais, et puis alors là, le 1-2-3 Kid arrive dans le dos de Razor Ramon, non pas pour l'attaquer, mais pour faire le tomber. Razor Ramon, lui, il ne voit rien, mais il entend. Là, on est toujours à In Your House, on ne parle pas de Raw. Razor Ramon entend qu'il y a quelqu'un qui compte jusqu'à 3. Il se lève, il est super content, il lève les bras au ciel, il se tourne et il voit son pote 1-2-3 Kid qui est aussi les bras levés vers le ciel, genre ouais, t'as vu, on a gagné, on est copains. Sauf que non, Razor, lui, il est un petit peu énervé parce qu'il pensait avoir gagné alors que pas du tout, c'est juste son pote qui est venu... il croyait bien faire, moi je le comprends, le Kid, il croyait bien faire, mais il aurait dû s'abstenir. Il a le cœur à la bonne place, le Kid. Il a le cœur à la bonne place. En parlant de place, il se retrouve à l'extérieur du ring lors de la prise de contact, mec. Oui. Donc c'est prise de contact, et là, Razor Ramon le pousse. Alors évidemment, on voit ça très souvent quand il y a une représentation de la supériorité physique d'un des 2 catcheurs. Mais en général, soit le mec il fait quelques pas de recul, soit carrément il prend un bump. Là, le 1-2-3 Kid, il prend un bump par-dessus la 3e corde. Oui. Depuis le milieu du ring. Faut quand même comprendre, enfin c'est... Au-delà du truc, physiquement, c'est quand même une prouesse quoi, de vendre le truc de cette manière. Oui, là, il le balance, c'est pas un sac à patates, quoi. C'est un petit sac de clémentine, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est un petit peu à toi, à moi, dans le match. Il n'y a pas vraiment de gars qui arrivent à vraiment prendre le dessus. On a Dean Douglas qui, une fois de plus, vient prendre des notes. Alors, contrairement à la semaine dernière, où j'avais pas trop compris pourquoi il prenait des notes entre Skip et Jannetty, là je peux comprendre qu'ils prennent des notes entre le 1-2-3 Kid et Razor Ramon. Et il est très fastidieux, hein, Dean Douglas. C'est quelqu'un qui est très minutieux dans son activité.
Bah, c'est un professeur, je te le rappelle. Exactement, il faut. Dans le match, on a aussi Jerry Lawler qui rajoute un petit peu aux tensions qui sont déjà assez conséquentes en disant qu'il a vu le 1-2-3 Kid parler hors caméra à Ted DiBiase. Donc il tease un petit peu un début de futur éventuel petit heel turn pour le Kid. Il annonce un petit peu sa news insider. J'ai vu des choses. Ouais, on a plus le droit de parler aux gens, c'est ça? Écoute, hein. Je suis pas forcément d'accord. On a le droit de parler à qui on veut, enfin. Et la fin de ce match, alors sur le moment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais franchement, je me suis dit, tu vas pouvoir le dire plus tard. Ouais, peut-être. Donc là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais après, on a vite compris qu'est-ce que c'était que ce bordel, effectivement. Donc, Razor Ramon gagne avec une clothesline. Oui, en même pas 3 minutes. Oui. Donc, je me suis dit, bon voilà, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le 1-2-3 Kid se relève, il est pas content, il est pas content, et il dit... Il lui colle une baffe, il lui colle une grosse baffe quand même. Ouais, et il dit, moi je veux recatcher. Alors, moi j'ai envie de te demander un petit truc, Dimitri. Oui. Moi je suis le 1-2-3 Kid et j'affronte Razor Ramon. Je signe un contrat pour dire que au Raw du 2 octobre, je l'affronte. Oui. Quand mon match, il est terminé, si je veux rematcher, est-ce qu'il faut que je re-signe un contrat? Je pense que oui. Par contre, dans le contrat, on n'a pas dit combien de matchs. Et ça aura son importance aujourd'hui. Exactement. Parce que là, 1-2-3 Kid dit je veux recatcher. Visiblement, ils l'ont pas non plus milqué. C'est genre ah oui, bon, d'accord. Et on continue direct, quoi. Il n'y a pas de bah non, désolé, t'as raté ta chance. Avec éventuellement. Mais il me semble qu'il n'y a même pas de. Pardon. Moi j'aurais vu peut-être un Gorilla Monsoon qui dit oui, bon, d'accord. Mais là c'est genre je veux catcher, toi aussi, l'arbitre il est toujours là pour compter, on y va. Donc c'était pas très administrativement c'était pas très scrupuleux. Ils auraient été bien inspirés d'utiliser Dean Douglas comme consultant. Oui, là je pense qu'on peut crier au vice de forme, là, au vice de procédure. Il y a même pas, je crois que la cloche ne retentit même pas pour annoncer le deuxième match. Est-ce qu'elle a retenti pour signifier la fin du premier? Est-ce qu'il y a déjà eu une cloche? Je ne sais pas. Has there been a cloche? I don't know, man. Donc ouais, on continue. Et c'est vrai que avant que le match recommence, j'ai franchement suspecté un raté. En me disant, les mecs devaient pas finir le match là-dessus, ils ont recommencé. Donc voilà, ça continue pendant les pubs. Et là... Alors non, attends, encore mieux, c'est que le match finit pendant la pub. Ah oui, exact. Parce que là, quand on revient des pubs, on est au 3e combat. Car, c'est vrai, j'ai pris mes notes dans le mauvais sens. Pendant les pubs, on voit là, pendant le 3e match, on nous ramène à ce qui s'est passé pendant les pubs et Razor Ramon a gagné un 2e match avec un powerbomb lorsque le 1-2-3 Kid est sauté de la 3e corde pour tenter un Hurricane Rana. Donc, le Kid a voulu encore un autre match. Et là, on arrive dans le 3e match pendant lequel, là, franchement, la foule est complètement déchaînée. Oui, et puis elle est déchaînée alors que le Kid n'a aucun move, quoi. Il ne fait rien de ce match. Là, c'est vraiment c'est une raclée. Mais ça plaît au public. Ça plaît au public. Et puis, bah oui, c'est bien de... Ça aurait pu être bien de lui donner plus de moves, mais voilà, ça remet un petit peu les choses à leur place, en fait. Ah oui, bah là, on est loin du booking 50-50 qui gangrène la WWE actuellement. Hein. Oui. Donc la foule est déchaînée. Razor Ramon est sur le point de gagner le 17e match consécutif là, contre le Kid. Il part pour le Razor's Edge et finalement, il se dit... Alors je sais pas si c'est un cas de conscience en se disant bon, de toute façon j'ai battu mon copain, je vais pas non plus l'envoyer à l'hosto, et il le bat en petit paquet pour le ramener un petit peu en 1993, donc un bon petit chais. Oui, un petit clin d'œil. Voilà. Ah oui, alors là de nouveau, qu'est-ce que ce bordel? Célébration, machin truc. Donc là on se dit, bon franchement le mec a quand même perdu 3 matchs d'affilée en seulement 7 minutes 20. Et là, bon, les mecs sont sur le point de quitter le ring, et le 1-2-3 Kid lui fait un schoolboy. Donc là, à la limite, je me dis, bon, ok, schoolboy, mais non seulement ça, parce que, à la limite, avant, il était frustré, il disait, non, je veux recatcher, tu vois. Mais là, il dit rien, il fait un schoolboy, et là, l'arbitre, il compte. L'arbitre compte. Bah, c'est les réflexes du métier. Hein, quand... Ouais, c'est vrai. Moi, c'est pareil, tu vois, le gars... Toi, quand t'es dans la rue, tu vois quelqu'un au sol, tu comptes, quoi. Une mamie qui tombe, je la relève pas, quoi. Je tombe, je fais 1, 2, 3, je fais, ah, t'as perdu contre la vie, tu vois. Donc
Donc, il y avait quand même un petit peu de longueur, et puis, mais finalement, tout est bien qui finit bien. On est un peu comme dans Heart Laker à vif, on se serre la main et tout le monde est heureux. Bon, c'est surtout que après, du coup, les commentateurs insistent sur voilà, le Kid a gagné le respect de Razor Ramon, alors que bon, il a quand même perdu 3 fois en 6 minutes, quoi. Un mec que j'arrive à branler 3 fois en 6 minutes, oui, dans le ring, hein, bien pas. entendu. je sais pas si je vais beaucoup le respecter, tu vois. Oui, donc c'est vrai que là, on est quand même assez loin de ce qu'ils essayaient de mettre en place. Mais bon, apparemment, c'est la fin. Voilà, le respect était gagné. Il fallait 3 défaites de suite pour enfin gagner le respect. Ouais. Ensuite, on a de nouveau un petit récapitulatif des matchs qui nous attendent au prochain In Your House. Donc, on a Diesel contre le British Bulldog pour le championnat de la WWE. Pour le championnat intercontinental, Dean Douglas contre Shawn Michaels. Toujours Undertaker, Mabel. Et les débuts de Goldust contre Marty Jannetty. Alors, moi, je suis très déçu parce qu'il me semble que Goldust, on l'avait vu dans le premier épisode. Le premier épisode de Raw, là, le 11 septembre. Et depuis, on l'a plus revu. Oui. Et sachant qu'il fait ses débuts, c'est très étrange qu'il place pas au moins 30 secondes de promo de Goldust pour qu'il donne envie aux gens d'acheter le pay-per-view pour voir ses débuts, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, ça va sûrement venir, mais c'est vrai toute dose de Goldust est bonne à prendre. Exact, à cette époque. À cette époque. Oui, même peut-être encore maintenant. Oui, il y a eu un ventre mou, Gilles de la Tourette. Oui, c'est vrai. Mais, oui, c'est vrai. Voilà. Ensuite, on a Triple H contre Barry Horowitz qui arrive de nouveau le vent en poupe, fort de sa victoire lors de SummerSlam. Triple H, lui, il avait débuté à Raw. Alors, j'ai fait des petites recherches parce que je me souvenais plus de sa date exacte. Mais la première fois que Triple H a catché à Raw, et je pensais pas que c'était il y a aussi longtemps, en 95, moi je pensais que c'était genre là, à Prox, tu vois, en tout cas deuxième semestre, et ben il avait commencé en avril en fait. D'accord. 24 ou 25 ans. Ouais. Donc la foule est super chaude pour Barry Horowitz. Avant ce match, Yann. Attends, oui, mais ça je le garde pour la fin. Ah, tu le gardes pour la fin, d'accord. Je le garde pour la fin. On va inverser la chronologie. Oui, exactement. Donc oui, la foule est super chaude. Par contre, si tu enlèves la foule, le match il pue l'âme quand même un petit peu. Oui. Y a surtout des gamins qui sont surexcités jusqu'à ce que Triple H gagne avec son pedigree dans un match qu'on peut oublier, si ce n'est pour le sondage qu'on nous propose en direct. C'est-à-dire qu'on nous propose un sondage, souvent il y avait des petites questions comme ça, et en tant que fan, tu peux téléphoner en disant je sais pas quoi. D'ailleurs, ça me rappelle une fois, et je me souviens qu'à l'époque, Ishtu, Naniwa et Christophe Ajus, que je connaissais, j'avais accès à déjà cette petite clique strasbourgeoise en 1996, parce que en mai 96, il y avait Undertaker contre Goldust pour le championnat intercontinental à Beware of Dog, je crois. Et j'avais appelé la hotline de la WWE. Et moi, comme je parlais forcément en 96, j'avais 11 ans. Et donc, j'avais évidemment pas le niveau en anglais, mais j'appelais et moi, je m'étais dit, bon, allez, j'écris ma petite question sur le papier. Et quand ça décroche, je pose ma question. Je savais pas que c'était un serveur vocal avec Paul Bearer d'ailleurs qui te proposait les choix de menus, etc. Quoi, si vous voulez une urne, appuyez sur 4. Et donc moi je téléphone. Alors déjà, je pense qu'en 1996, le coût d'un appel international, je pense qu'il y en avait pour 25 francs pour la minute, tu vois. Ah, moi je me suis ruiné à Hugo Délire à l'époque. Hein. Et donc je me souviens qu'à l'appel, j'appelle et puis je demande avec mon petit accent de l'époque en disant: est-ce que l'Undertaker est toujours champion? Est-ce que l'Undertaker a gagné le titre intercontinental? Et comme c'était Paul Bearer qui chapeautait le truc, et ben moi je m'étais dit, oui, parce que si c'est Paul Bearer qui me répond, vu que l'Undertaker il parle pas trop, ça veut dire que oui. Moi je sais pas trop ce qu'il me raconte, mais si c'est Paul Bearer qui répond à ma question, on est bon, tu vois. Et tout fier, là, pimpant, j'arrive au collège le lendemain et je dis à Naniwa, Undertaker, il a gagné. Et à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Je crois qu'à l'époque de la AWN 2000, Ajus, Ishtu et Naniwa, ils avaient commencé en 97 ou 18 peut-être, je sais plus. Donc là, il n'y avait pas encore Internet. Et donc, ils s'en sont remis à mon jugement complètement biaisé de ça. Et j'ai eu beaucoup de hits et de colibés suite à cette erreur de parcours. Mais bon, tout ça pour dire que la WWE, pendant ses émissions,
proposer de téléphoner et de répondre ou de participer. Mais là, aujourd'hui, dans ce match, c'est un sondage tout à fait particulier et je pense que ça te tient à cœur de nous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit. Alors là, on va faire simple. Hein. Pour moi, c'était le meilleur moment depuis qu'on commence à enregistrer des choses. Hein. C'est un sondage qui... c'est vraiment... c'est difficile. C'est un sondage. On appelle pour voter à une question qui est très simple. Est-ce que O.J. Simpson est coupable ou non du meurtre de sa femme ? Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, il faut rappeler qu'O.J. Simpson, c'est un ancien joueur de foot qui en 95 avait été, ou je crois que le procès était en 95, mais peut-être je crois que le meurtre... Les faits datent de 94, oui. Ouais, voilà. Sa femme a été retrouvée morte et forcément, voilà, principal suspect, surtout aux États-Unis, un pays qui n'est pas du tout raciste, clin d'œil. Et il était le suspect parfait, coupable parfait. Le coupable parfait, donc O.J. Simpson, c'est l'équivalent O.J. Simpson en 94, c'est l'équivalent de Zidane en France en 98, quoi. C'est l'idole. Voilà. Donc là on est à la Star Academy. Voilà, exactement. Est-ce que Zidane a tué sa femme et la Starac vous propose d'appeler et dire si oui ou non. Sachant que de toute façon, on s'en branle de votre avis. Hein. Je veux dire, il y a quand même une décision de justice qui va être ordonnée à la Cour. Mais on s'en fout de la décision de justice. On veut savoir ce que pensent les fans de la WWE, quoi. Quelle planète merveilleuse. Franchement, le catch, c'est extraordinaire. Et là, c'est un des moments extraordinaires. Donc là, voilà. Et en plus, on nous annonce que le verdict sera donné à la fin du show. Donc à la fin du show, on aura la réponse de ce sondage et on saura s'il est coupable ou non. Et tu peux nous spoiler ? Écoute, on le verra à la fin. D'accord. Ça s'est joué à peu. ça s'est pas joué en fait. Ensuite, on a un match de jobber comme on aime bien en voir à Raw entre deux mecs qui, je pense, ont réussi à avoir parmi les tenues les plus horribles que j'ai vues de toute ma vie. On parle de... Les jobbers, pas les PG-13. Ah oui, d'accord, pardon. Parce qu'on est un espèce de... C'est un mélange hybride entre un patchwork de rideaux, de nappes et de collants Décathlon. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, en fait. Oui, là, ça a été des achats qui ont été faits le matin même, je pense. Oui, à Dollarama ou Dollar Tree. Oui, voilà, c'est ça. Et ils affrontent les PG-13, qui sont une équipe de la USWA, donc la fédération... pour faire très simple, hein, je caricaturise... Caricaturise, c'est un verbe ? Caricaturise. Ouais. Caricature. Je caricature vraiment l'organisation de la chose. La fédération de Jerry Lawler à Memphis, Tennessee, pour faire simple. Voilà, c'est pas ça, mais c'est pour faire plus simple. Donc les PG-13, c'est des mecs qu'on verra notamment de manière plus récurrente lorsqu'ils seront accoquinés à la Nation of Domination fin 96, début 97. On les reverra de manière très anecdotique aussi à la WCW, mais voilà, ils ont une gimmick de rappeur, de Public Enemy du pauvre là. Alors du pauvre, c'est très juste parce que c'est censé être des rappeurs, mais on dirait plutôt des mecs un peu perdus qui font du tuning, quoi. Oui, ça fait un petit peu plan d'eau de Brumat. Ouais, voilà, ils ont la moustache de la vieille Kyra de 16 ans. Il manque plus que les chaussettes avec le jogging dans les chaussettes, mais ils ont pas des looks de rappeurs, quoi. Oui, à part l'amplitude de leurs vêtements, il n'y a pas vraiment de... Voilà, pareil, je pense qu'ils sont... je pense que les 4 sont allés acheter leurs fringues le matin tous ensemble. Oui, c'est possible, un prix de groupe. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Le meilleur move du match, c'est un tirage de cheveux de la 3e corde. Oui, il y a quelques mouvements par équipe là qui sont plutôt sympas quand même. Enfin bon, rien d'extrêmement folichon, mais ça va encore. Disons que c'est un match de jobber qui dure beaucoup trop longtemps pour une équipe qui souhaiterait se revendiquer comme challenger au titre par équipe, tel que c'est dit par Lawler dans les commentaires. Oui, c'est ça. Donc le problème avec la scène par équipe, la WWE à ce moment-là, c'est que les PG-13 vont être immédiatement, donc là c'est leur premier match, et ils sont tout de suite après... aspirant au titre par équipe des Smoking Guns. Ça sert de connaître des gens... oui, ça c'est les relations, ça. Des gens haut placés. Alors ensuite, on a le plus gros match de Raw de cette année, je pense, qui va arriver la semaine prochaine, et mec, j'ai hâte de le regarder. Diesel, Shawn Michaels et l'Undertaker contre Yokozuna, Owen Hart et le British Bulldog en match 3 contre 3.
avec le trio Yoko, Owen, Bulldog. Alors j'ai pas fait, je suis pas revenu, mais je suis pas sûr d'avoir bien entendu quel est le terme précis utilisé par Vince McMahon, mais soit il a dit awesome, soit il a dit gruesome. Gruesome threesome. Donc je sais pas trop, parce que threesome, on rappelle pour ceux qui parlent pas trop bien anglais, c'est un plan à 3. Un plan à 3, oui. Voilà. Donc je ne sais pas. J'aimerais bien être une petite souris pour les voir, ces trois-là. Hein. Oui. Fais attention parce qu'ils risquent de te choper et de jouer avec. Hein, et tu vas finir, il n'y aura plus trop de lumière. Oh putain. Là où tu vas finir. Ensuite, ton ami Jean-Pierre Lafritte contre Bret Hart. Match qui commence après une nouvelle présentation héroïque du Doc Hendrix du t-shirt de la semaine. Alors les prix des t-shirts ont baissé, hein, déjà il faut le signaler. Ça coûte $16 cette semaine contre 20 la semaine dernière. Je pense que la semaine dernière ils ont eu aucun achat, donc ils se sont dit bon, faut pas exagérer non plus. Ouais. Parce que parité de pouvoir d'achat, je pense que $20 en 95 c'est un bon 40-45 aujourd'hui. Ce qui est finalement le prix des t-shirts WWE quand tu vas au show maintenant. Oui c'est vrai. Approx. J'ai pas trop compris pourquoi. Avant le match aussi, on nous fait un replay de la fin du match du SummerSlam 1992. Alors je me suis dit, Est-ce qu'ils sont en train de planter des graines parce qu'il y a le Bulldog qui va arriver ? Est-ce que ou est-ce que c'est juste gratuit et inutile ? En fait, c'est juste gratuit et inutile. Oui, tout à fait. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que ça n'a aucunement... Enfin, ça prend place ici. On ne sait absolument pas pourquoi. Et je pensais qu'il y aurait une explication ensuite, mais non. Moi, on a des highlights du Bulldog contre Bret. Moi, je me dis qu'il y a Bret Hart dans les deux matchs. C'est le dénominateur commun, effectivement. Mm-hmm. Ouais. En plus, il perd, donc du coup, c'est compliqué. Alors, rétrospectivement, je me mets quand même dans la peau du petit Yann qui, à l'époque, a 10 ans. Quand je vois ça, si j'ai pas vu le SummerSlam 92, qui d'ailleurs, entre parenthèses, était le tout premier pay-per-view que j'ai vu sur Canal+. D'accord. Mais admettons que je ne l'ai pas vu, d'accord ? Que je suis fan de la WWE, qui regarde Superstar que depuis 94 ou 95, je vois ça, je me dis oh, qu'est-ce que c'est que ce truc, ce show que j'ai jamais vu dans un stade. Donc il y a une petite vertu, comment dire, rétrospective, nostalgique, sympa, qui donne de l'histoire à ceux qui n'ont pas eu accès à cette histoire au moment où ça s'est déroulé. Peut-être, voilà. Oui, ça aurait été plus judicieux de le mettre avant un match du Bulldog, par exemple, quand même. Ah, car c'est lui qui gagne. Oui. Parce que là, pour hyper Bret Hart, c'est quand même pas idéal. C'est sûr, parce qu'il perd, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est ce que je dis. Mais bon, il avait gagné la veille dans un très bon match contre Jean-Pierre Lafritte. Oui. Le match était vraiment génial. Ce match, il est tout à fait bon. Oui, même un peu plus que ça, j'ai trouvé. Même très bon. Oui. Le premier fait marquant du match, c'est Jean-Pierre Lafritte qui court vers Bret Hart, qui est placé dans le coin du ring. Bret Hart esquive, et là Jean-Pierre Lafritte prend un bump par-dessus la troisième corde, se retrouve à l'extérieur du ring. Et là, alors la semaine dernière, on disait que ça se bastonnait pas trop à l'extérieur du ring aux États-Unis à cette époque. Et que le japonais de Nitro avait un petit peu cassé les codes. Donc là, on va à l'opposé extrême. Jusqu'à présent, on se bastonnait pas à l'extérieur du ring. Là, Bret Hart soulève Jean-Pierre Lafritte et lui fait un slam sur les escaliers. Ouais. Voilà. C'est assez difficile à regarder parce que il tombe vraiment de manière... cul et ischio-jambier, quoi. Oui, c'est douloureux. Ça m'a rappelé, en septembre 1996, il y avait le pay-per-view In Your House Mind Games avec Shawn Michaels contre Mankind. Et il y a aussi un spot où Mankind court vers Shawn Michaels. Shawn Michaels lui fait un hip toss. Alors c'est quoi en français ? Oui, c'est ça. Un bras à la volée. Un déhanchement. Ah, c'est encore autre chose peut-être, bras à la volée. Bras à la volée, je crois. Ouais, bon, bref. Oui. Un hip toss. Et là, Mankind bump les jambes dans l'escalier, quoi. Ouais. Assez horrible. Donc c'est clair que ce match-là, c'est du très très bon catch. On notera aussi le côté plus safe des anciens quand Jean-Pierre Lafritte fait un flying headbutt de la troisième corde. Il atterrit à genoux et non pas complètement à plat ventre, parce que genre à la Benoît ou autre, quand t'atterris à plat ventre, c'est la tête et la nuque qui encaissent
qui encaisse tous les décalages, on va dire, d'atterrissage. Là, en atterrissant à plat, enfin à genoux, au moins c'est bien sécurisé et tu peux le faire toute ta carrière sans finir mal, quoi. Exactement. Bret Hart revient un petit paquet, la foule l'encourage, let's go Bret, machin. Leg drop de Jean-Pierre Lafitte de la 3ème corde qui est esquivé. On croit que Bret va revenir, mais en fait non. Il l'envoie un petit peu partout. De nouveau, on va à l'extérieur du ring, on va utiliser des escaliers, donc c'est vraiment inhabituel. Et ensuite, on retourne dans le ring pour le vrai comeback de Bret Hart. Lawler est assez génial au commentaire. Oui. Il est complètement dedans. Bien sûr. Alors là, il se réjouit constamment de la souffrance de Bret. Exactement, et de sa défaite assurée à venir. Exactement. Et on le voit très souvent à la caméra. D'ailleurs, donc il est debout comme ça, il fait ses expressions, il est complètement... Il trépigne. Ah, il surjoue, mais il est fabuleux. Et derrière lui, il y a une meuf, pareil, qui bouge pas. Et franchement, on dirait que la nana, elle dort. Et à force de voir Lawler et qu'on voit aussi des espèces de blancs-becs à côté qui sautent dans tous les sens dans le public, je pense que la nana a été ramenée de force par son copain qui est venu s'éclater au catch. Oui, c'est tout à fait possible. Et elle s'en balèque complètement. Enfin, oui, je l'avais repérée et je pense qu'elle n'a pas envie d'être là. Oui, mais c'est dommage qu'elle soit à cette position dans le show du coup. Bah oui, enfin le premier rang, oui, mais c'est pas grave, c'est monsieur qui a invité. Sûrement. Voilà. Sûrement. Le match se termine avec une superplex de Bret, suivi d'un sharpshooter pour la victoire. Et après le match, Lawler provoque Bret Hart, Bret le frappe jusqu'à ce que le protégé de Lawler, Isaac Yankem, celui qui est sous le masque de Kane, arrive et lui porte son DDT outside, en dehors du ring. Et après la pause, qui nous fait une petite coupure, on nous annonce... La foule qui chante vraiment pour que Diesel vienne sauver Bret, mais il ne viendra pas. Il y a un truc avec Diesel, parce que déjà la semaine dernière, avant que Diesel et Shawn Michaels ne viennent sauver l'Undertaker, dans le rififi, la foule ne chantait que pour Diesel. Donc il y a un petit truc dans cette salle. Et en tout cas, on nous annonce que dans les semaines... Il y a marqué, je ne sais plus quel était le terme qu'ils avaient employé. Dans plusieurs semaines. Several weeks. Voilà. Dans plusieurs semaines, il y aura un match en cage entre Bret Hart et Isaac Yankem. Et ce show se termine ensuite par une interview enregistrée de Yokozuna, Owen Hart et le Bulldog, suivie de la même interview enregistrée, mais cette fois-ci côté Shawn Michaels, Diesel, Undertaker, pour le match à 6 de la semaine prochaine, qui risque d'être totalement explosif. Mais voilà, c'est toujours une fin un petit peu étrange de terminer sur ces promos enregistrés. Mais il n'en reste pas moins vrai que le catch, il était très bon. Je trouve que la maîtrise du catch technique est parfaite. Loin devant ce qu'on a en général à Nitro. Je dis en général parce que là, ce dont tu vas nous parler après, ça va nous faire un petit peu mentir avec des nouveaux protagonistes. Mais voilà, comme d'hab, le seul penchant, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de storyline. En tout cas, c'est un petit peu trop léger, on va dire. Oui, c'est vrai. Après, on finit sur quand même une bonne note parce qu'il y a le résultat du vote. Il faut quand même le signaler. C'est la dernière image du show. Donc voilà, donc tout le monde l'attend. À 51%, les gens ont voté non. O.J. Simpson n'est pas coupable du meurtre de sa femme. Donc ça a été serré. Ça a été serré, ça s'est joué avec vérification d'huissier. Mais 51%, O.J. Simpson n'est pas coupable et je pense que c'est une bonne façon de mettre un terme à un show de catch. Exactement. J'ai envie de dire tout ça pour ça, quoi. C'est ça. Mais au moins le vote était assez représentatif de cette Amérique qui était complètement déchirée sur ce cas. Exactement. Ah, tu t'éloignes du micro, mon petit Dimitri. Oui, je suis de nouveau là. Ah, très bien. Alors, tu vas nous parler de Nitro qui se déroule en direct de Denver dans le Colorado, la Mile High City. Donc, c'est une ville qui a plus de 1500 mètres d'altitude devant 9000 personnes. Donc, il y a seulement 3700 qui ont payé leur billet, ce qui est déjà plus de 2 fois plus que Raw. Mais on est quand même dans une salle pleine à craquer de 9000 personnes. Et là, quand tu regardes ça, moi j'ai regardé Raw et ensuite Nitro. C'est comme ça que je les regarde en général. C'est pas on joue pas dans la même catégorie, quoi. Oui, non, le contraste est dingue, surtout sur cet épisode-là. Mm-hmm. Ouais, non, vraiment. Ce qui est super chouette pour commencer, c'est qu'on commence avec donc l'intro des 3 Gus aux commentaires et le chien de Mongo qui est là pour la première fois pendant l'introduction. Et on a Ric Flair qui arrive, qui pique le casque d'Eric Bischoff
pour faire une promo immédiatement après 30 secondes de show, pour dire que ce soir, il va choper Arn Anderson, ça va chier, il y a une intensité de dingue, super moyen de commencer le show. Ça, pareil, c'est toujours le côté, on sait jamais ce qui va se passer à la WCW. Moi, j'ai beaucoup aimé qui commence comme ça. Ouais, pareil, parce que c'est pour le moment, on l'avait pas vu. Ah oui, c'est la première fois que ça arrive, c'est vraiment super. L'intervention, tu te dis putain merde, c'est super. Là, il a l'air vraiment énervé, ils ont envie de s'affronter immédiatement, c'est super. Et pour continuer dans la lignée d'un début de show fou furieux, on a immédiatement le Lex Luger contre Randy Savage qui est hypé depuis quelques semaines en premier match du show. Avec une stipulation donc majeure, la carrière de Lex Luger est en jeu dans ce match. Donc là, on attaque très fort dans le premier quart d'heure. Et les enjeux, l'intensité, etc., tout ça, c'est vachement bien montré dans rien que la prise de contact. Le premier contact est vraiment hyper disputé. Ça dure au moins 30 secondes où ils vont dans les quatre coins du ring, ils tombent ensemble à l'extérieur du ring. Le contact est toujours présent. On a une pub immédiatement. Ça fait 40 secondes de catch où il n'y a pas eu un seul move à part la prise de contact. Moi, j'ai trouvé que ce match était 30 fois meilleur que ce qu'on était en droit d'attendre. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Complètement. Et il était tellement bon, excitant, super stareux, etc. que moi, je me suis dit, franchement, les mecs, est-ce qu'ils ne sont pas déjà en train de mettre beaucoup trop de big match à la télé, gratuitement ? Et donc, pour savoir si j'avais raison ou pas, j'ai fait quelques petites recherches de chiffres et je me suis rendu compte que, en fait, pas forcément. Parce qu'à l'époque, sur le dernier gros trimestre, on va dire 95, les pay-per-view WCW, ils oscillent entre 75 et 120 000 achats. Niveau WWE, où on a moins d'énormes matchs et qu'on essaye vraiment plus de pusher les pay-per-view, donc les shows qu'il va falloir payer pour regarder, on a un petit peu plus d'achats, mais c'est pas significatif pour vraiment se dire qu'il y a une recette qui est plus judicieuse que l'autre. Par contre, là où le pari de la WCW s'avère vraiment gagnant, c'est que ils ont réussi là sur cette année 95 à créer un vrai produit très excitant. Parce que les taux d'achat des pay-per-view à partir de 96, on va être sur tous les pay-per-view. Alors ils en faisaient pas encore tous les mois, je crois qu'ils en avaient peut-être 9 ou 10 par an, mais on dépassait à chaque fois les 200 000 achats. Donc, il faut laisser le temps aux choses de s'installer et de voir vraiment qu'est-ce que ça donne sur la durée. Ça a été un problème à la fin de la WCW, quand il faisait vraiment beaucoup trop, mais là en tout cas à ce stade de l'aventure, comme on dit à Koh-Lanta, c'était une bonne recette et ils ont commencé à récolter les fruits 4-5 mois plus tard. Ouais, non, vraiment. Et puis là, donc voilà, on continue avec toute cette excitation dans ce match. Les mecs donnent vraiment tout. On ressent vraiment l'enjeu et la tension là sous-jacente qui est très présente. Il y a un double down à la suite d'une collision qui est extrêmement violente. Et là, il y a Mongo McMichael qui les met hyper over en disant qu'en NFL, quand il y a une collision de ce type, les deux sortent sur une civière. Ouais, mais là, pas à la WCW, parce que là, à la WCW, c'est des vrais mecs et ils se relèvent, quoi. C'est des vrais athlètes. Je dirais même plus, c'est des big boys. Oui, c'est ça, c'est les big boys. Exactement. Non, ouais. C'est des vrais athlètes. Ici, c'est des hommes. Voilà. Bon, l'action, elle est non-stop jusqu'au, toi-même, tu sais, jusqu'au ref bump. Inévitable dans ce type de contexte. Pendant le ref bump, le Macho Man met sa descente du coude, fait le tomber, mais bon, l'arbitre n'est pas là. Bah oui. Concept du ref bump. Évidemment, le géant. Le géant en profite pour faire son apparition. Il intervient pendant que l'arbitre est au sol. Il place un chokeslam sur Randy Savage. Les chokeslams du Giant à ce moment-là, c'était quelque chose. Ils sont quand même extrêmement impressionnants. Bah, il mesure plus de 3 mètres. Au moins 3,45 m. Ah oui. Ouais. Sur Wikipédia. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est que la foule, elle est super chaude et c'est pas forcément gagné parce que, donc je rappelle les chiffres, on a 9000 personnes. 3700 ont payé leur billet, ce qui veut dire qu'il y a quand même 2/3 de la foule qui est invitée. Et en général, le risque, c'est que quand il y a une trop grande majorité, les gens sont là, ils s'en battent les couilles complètement, ils viennent voir un truc parce que c'est gratos et ils sont pas investis dans le truc. Alors que là, franchement, ça bourrine dans le public.
Ah oui, oui, non, l'ambiance est vraiment, vraiment super. Et Luger remporte. Non, attends, qu'est-ce que je dis? Si, il remporte le match. Ah si. Oui, oui, il prend la carcasse du Macho Man, là, il gagne avec le Torturac, qu'il établit donc là vraiment officiellement comme une prise de soumission et un finisher. Alors là, c'est malin ce qu'ils ont fait parce que Savage, il est mort à cause du chokeslam du géant. Si Luger se contente de faire un pin à la suite de ça, on va l'accuser de tous les maux, etc. Donc, comme tu dis, il prend le temps et il fournit tous les efforts nécessaires pour soulever la carcasse de Randy Savage, le placer sur ses épaules. Mais Savage, il est dans les vapes. Sauf que le Torturac, l'autre, il saute dans tous les sens, ça gigote. Donc, en fait, le bras de lui-même, il va dans tous les sens. Donc, c'est impossible que l'arbitre, je veux dire, si on est dans un vrai combat, c'est impossible que l'arbitre arrive à déterminer la différence entre je soulève le bras, je regarde s'il tombe, et je touche à rien et le bras gigote dans tous les sens, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est vrai. Donc voilà, mais bon, Luger gagne sur un petit peu cette connerie, et la foule n'est pas contente du tout. Ah non, là, il prend une hit incroyable. Franchement, le match a vraiment bien rempli sa fonction là, d'établir Luger comme un heel là, dans ce match-là. Ah, moi je l'ai pas ressenti comme ça, hein. Hmm. Moi, à ce moment-là, j'étais pas sûr si la bronca de la foule c'était contre Luger ou contre l'intervention du géant. Eh oui, Bon, écoute, on verra par la suite. Peut-être que je vais un peu vite en besogne, basé sur mes souvenirs. peut-être. On enchaîne avec un deuxième combat. Alors là, Yann, Est-ce que tu t'es éloigné un petit peu de ton micro, Dimitri? je me rapproche du micro? Bah oui, rapproche-toi. Oui, donc prépare-toi pour ce deuxième combat. Voilà. On a une voix sensuelle. Exactement. On a Eddie Guerrero contre Dean Malenko qui fait à ce moment-là ses débuts à la télé de la WCW. Donc là, quoi de mieux que Eddie, avec qui il a déjà enchaîné des candidats au match de l'année à la ECW. Notamment un match à 3 tombées lors de Hostile City Showdown 95. Formidable match. Mais avant que le match... Ouais, voilà. Oui, avant que le match commence, on a ton copain Disco Inferno qui arrive et qui nous fait une démonstration de Disco Fever. Il nous fait son petit pas de danse. On l'aime déjà beaucoup à ce moment-là. Oui, on peut dire. Ah oui. Eddie Guerrero arrive à ce moment-là, lui demande de dégager gentiment. Sur quelle musique il arrive, Eddie Guerrero? Sur une musique latine. C'est bien, toi t'aimes prendre des risques. Mais il arrive sur l'espèce de musique de carnaval qu'aura Juventud Guerrera plus tard. Ah, très bien vu. On a un clip de la veille à Main Event où Eddie Guerrero a battu Jushin Liger avec son Frog Splash. Alors là, c'est festival. Alors il y a deux niveaux de festival dans ce match. Évidemment, le premier, c'est que c'est un match merveilleux. Eddie Guerrero, Malenko qui nous font une clinique, quelque chose d'assez parfait. Et on a aussi Mongo Mike Michael qui est au top du top. Alors d'abord, il insiste sur les qualités aériennes des deux catcheurs en plaçant une analogie qui est vraiment, vraiment de qualité en disant « Les mecs volent plus que des vautours autour d'une carcasse ». Ça, c'est son premier... C'est sa première analogie. On est dans les Rocky Mountains. Exactement, là on est dans le Colorado. Bon, voilà. Après, il enchaîne encore une petite perle en parlant de Dean Malenko, qui est donc l'homme aux 1000 prises. Tu as noté? Ah bah écoute, je l'ai sous les yeux dans mes notes, bien entendu. Ah oui, voilà. Ça me permet de rigoler. Donc Malenko, l'homme aux 1000 prises, il dit que voilà, que le Kama Sutra contient déjà 101 positions sexuelles et que c'est déjà énorme. Alors il se demande comment Malenko fait pour trouver 1000 prises. Et je crois qu'il ne mentionne même pas le Kama Sutra par le nom du Kama Sutra. Oui. Il dit juste un livre de positions sexuelles. Oui, il y a un livre de positions sexuelles, effectivement. Peut-être qu'il y a des droits d'auteur, je ne sais pas. Bon voilà, donc on reprend un petit peu le match. Le début, la séquence de début est incroyable pour l'époque à la télévision. Ils font tout, enfin franchement c'est magnifique. Tout est génial. Et là, bon, bienvenue à la WCW encore une fois. On quitte le match en cours pour rejoindre Hulk Hogan qui arrive en coulisses. Mais quelle merde, quoi. Putain. Franchement, quoi, ça aurait... Oui. Putain. Est-ce que c'est trop compliqué de leur donner ne serait-ce que 6 minutes non-stop? Bref. Donc Hogan arrive.
Hogan arrive, il sort de sa limousine très énervé, il veut choper le géant. Jimmy Hart essaye de l'en dissuader un petit peu, lui dit que voilà qu'il a quand même plutôt pas mal au cou et que le géant est quand même assez grand, donc il faut pas qu'il s'attaque au géant lorsqu'il n'est pas à 100%. Et voilà, donc c'était pour cette raison que la WCW avait jugé bon de quitter le match formidable entre Eddie et Malenko. Donc on revient Alors oui, sur... Dis-moi. mais donc Jimmy Hart, il est force de conseil, mais Les conseils ne sont pas écoutés. ils ne sont pas écoutés, effectivement. L'autre, il veut quand même y aller, mais Jimmy Hart lui dit que malgré tout, il le soutiendra dans sa quête de vengeance. Ah, mais de toute façon, Jimmy Hart, Voilà, comme le vent, quoi. exactement. Mais oui, alors moi, ce que j'ai pas aimé non plus, là, c'est quand ils ont coupé le match pour aller voir Hogan et Jimmy Hart dans les vestiaires, c'est que après, il y avait quoi là, peut-être 3 minutes de match qui étaient extrêmement agréables. Une fois qu'ils coupent, qu'on dit ouais, il y a Hogan qui vient d'arriver, machin truc, là t'as Bobby Heenan qui dit ah bah ça j'ai hâte de voir ça. Genre au moins ça va changer de cette daube qu'on est en train de nous imposer. Oui, non, mais c'est vrai que ça c'est malheureux, et même au niveau de la foule, ça se ressent un petit peu parce que dans le ring, on a une démonstration, hein, on a vraiment du catch pour les puristes, de la qualité incroyable, et la foule est quand même un petit peu morte. On a connu vraiment la foule plus chaude sur les épisodes récents de Nitro. Il y a les commentateurs qui quand même, alors Heenan certes fait pas un bon boulot à ce niveau-là, mais Bischoff essaye de sauver un peu le truc en disant que la foule est vraiment choquée par ce à quoi elle assiste. Tu vois qu'elle est bouche bée et que c'est pour ça qu'elle fait pas beaucoup de bruit. Il y a quand même pas beaucoup d'ambiance. Eddie Guerrero gagne le match en bloquant un roll-up de Malenko pour le compte de 3. Bon, là c'est difficile de faire mieux que ça en 5 minutes et une interruption en cours de match. Hein. Notamment, plus il y a Eddie Guerrero qui fait un flying plancha de la troisième corde à l'extérieur du ring. Donc Dean Malenko, il est aux abords du ring sur l'allée, l'allée qui mène vers le ring. Eddie Guerrero, il s'écrase par terre, mais comme une crêpe, quoi. C'est absolument horrible à voir. Il va à quelques mètres après les tapis de protection, quoi, pour donner un peu une idée de la distance. Oui, il y a un énorme il s'écrase sur la moquette, quoi. Il n'y a plus de tapis, là. On est très très loin du ring. On est très très loin des tapis, très loin du ring, ouais. Donc après cette victoire surprise, Malenko, il rappelle Eddie Guerrero, il lui dit qu'il veut un autre match. Voilà. Alors si on était à la WWE, il aurait eu lieu tout de suite, mais nous n'y sommes pas. Et donc Eddie oui, mais par contre pour une prochaine fois. Donc c'est très bien comme ça. Et à ce moment-là du show, moi je me dis Hogan me manque quand même un petit peu. Oui, on sait pas trop comment se porte le coup de Hulk Hogan, etc. Donc là, est-ce que tu as des nouvelles? Voilà, donc on va en prendre tout de suite dans le ring avec une interview de Mean Gene auprès de Hulk Hogan et Jimmy Hart, une promo sur le géant. Le géant. Comme sur le géant, tout à fait, comme à l'habitude. Ça dure pas très longtemps, il fait le tour du ring pour high-fiver un petit peu les fans. Et là, Yann, il se passe quelque chose. Tati Daniel, Madame Sarfati. Alors, précisons que moi j'ai l'impression que Hogan charge de nouveau un petit peu, parce que je trouve que ses bras ont bien grossi depuis la Ravioli Mania, là. Oui, d'ailleurs, il le dit, hein, que c'est les plus gros bras de la planète. Oui, bon, ça c'est heureusement qu'il va pas à Mister Olympia pour pouvoir comparer. Mais oui. Donc, oui, voilà, Tati Sarfati qui est dans le public et qui jette de la poudre dans le visage de Hulk Hogan. Alors là, pareil, on a Bobby Heenan avec sa mauvaise foi légendaire qui est extraordinaire, qui dit que c'est certainement Norman Bates. Alors Norman Bates, c'est le psychopathe dans un personnage de fiction. C'est le psychopathe dans le film Psychose de Hitchcock. Et donc t'as les autres commentateurs qui fait non, c'est Kevin Sullivan, et Nan fait non, je pense que c'est vraiment Norman Bates. Donc c'est vraiment très drôle. Et donc c'est donc Kevin Sullivan. On a mis du temps à le reconnaître, hein, quand même. Bon, après le morphotype était pas non plus sachant un petit peu. C'était tout à fait ironique, hein, quand je disais on a mis du temps à le reconnaître. Ah pardon, excuse-moi. Oui. Donc il frappe Jimmy Hart avec sa canne. Et là on a une attaque du géant qui déchire la Minerve de Hulk Hogan. Il lui retwiste la nuque à la Bray Wyatt. Et là on a le plus haut niveau possible de blasphème. Tu es d'accord avec moi? Il lui rase, Sullivan prend un petit rasoir et il rase la moustache de Hulk Hogan.
Oui. La C'est quand moustache même... emblématique de Hulk Hogan est rasée. Alors, surtout que il commence le rasage et il arrive à... Pour le moment, il est un petit peu plutôt dans un rôle de... il ressemble plus... Enfin, ce qui reste de la moustache, là, on est plutôt sur Hitler à ce moment-là. Oui, oui, c'est ça. Et à ce moment-là, il commence à y avoir des interventions. Et en Oui. fait, la fin du rasage se passe complètement en catimini. Parce que pendant que les American Males et les Nasty Boys interviennent et que l'action est là-dessus, eh ben, Hogan est au sol, Sullivan l'accompagne au bord du ring, enfin vraiment au tablier du ring, quoi, presque, enfin sous les cordes. T'as une caméra qui est là au premier rang, collée au ring, en train de faire un gros plan sur le truc, mais on ne le verra jamais, on verra juste le truc à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Alors moi, ce qui m'a choqué dans tout ça, au-delà du rasage, c'est la pop que prend les Nasty Boys hein, quand ils arrivent. Ah, C'est écoute, c'est incroyable. Franchement, ils soulèvent la foule d'un coup. Voilà, bon, ça se passe, ça se finit. Bon, pour rajouter un petit peu à l'intrigue, Lex Luger n'était pas présent. Il ne s'est pas positionné par rapport à Hulk Hogan. écoute, excuse-moi, mais Lex Luger, il est en train de se prendre un petit rafraîchissement. Il a quand même catché contre Randy Savage dans un match absolument épique. Donc tu peux le laisser, il se fait un petit sandwich de rillettes, là, tranquille. Il n'est pas obligé de tout le temps ramener sa fraise. Moi, je note quand même son absence, qui fait sens aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, Yann? Moi, On j'ai passe écrit match de voiture sumo Monster Truck. Je n'ai pas noté ça. Moi, je pense qu'ils ont tout simplement fait la pub, en fait. La promo pour Halloween Havoc. Exactement. On a vraiment hâte de voir ça, hein. Franchement. Est-ce que tu peux te rapprocher de quelques centimètres de ton micro? Oui. Ah, ben voilà. Voilà. Donc après, on passe au troisième match. Yes. Bon, putain, mais la carte de ce Nitro est incroyable. Le troisième match, c'est Ric Flair contre Arn Anderson. Hein. C'est vrai que là, on fait le récap. C'est Lex Luger Savage, Dean Malenko et Digero, Ric Flair, Arn Anderson. Ouais, là, c'est du très, 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 très sérieux. Bischoff fait un bon boulot là pour mettre en avant leur longue relation là aux commentaires. Pendant que Ric Flair profite du moment en dérouillant Arn Anderson au début du match. Voilà, bon, c'est Flair contre Anderson, c'est assez old school, fourchette dans les yeux pour reprendre le contrôle là pour Anderson. Ça se bagarre beaucoup, beaucoup à l'extérieur aussi. On a un match qu'on a quand même mis en avant ces dernières semaines. C'est quelque chose d'assez majeur. Et pendant mais au moins 1 minute du match, Bischoff parle des World Series de baseball. Donc c'est la finale du championnat de baseball américain. Il en parle vraiment pendant 1 minute, alors qu'il n'y a aucun lien. Hein. Il n'y a vraiment aucun lien. Il en discute voilà, il en discute tranquillement avec Mongo, alors qu'on a Ric Flair Anderson dans le ring. Les deux à la suite se backdrop à l'extérieur sur les tapis du ring. Pourquoi pas? Il y a un moment donné où Arn Anderson saute sur Ric Flair de la troisième corde et Ric Flair l'accueille avec un atémi en pleine gueule. Hein. En pleine gueule, ça m'a beaucoup plu. Bon, c'est une formule type pour un match télé. Les deux le font les yeux fermés, la pilote automatique encore une fois, jusqu'à la séquence de fin qui sera un no finish. Exactement. Donc intervention de Brian Pillman. Enfin, no finish, pas vraiment, parce que oui, vas-y. Oui, si, voilà. En fait, ils ont quand même réussi à faire le seul truc qui était mauvais à tous les niveaux. C'est ça. Parce que si tu fais une DQ, ok. Si tu fais une intervention pour empêcher un finish, ok. Mais là, donc, tu as Arn Anderson qui abandonne et Brian Pillman intervient la seconde d'après. Donc le finish n'a aucune importance. Non, là, franchement, c'est complètement raté. Alors, est-ce que c'était booké comme ça ou est-ce que Pillman est en retard? Ou en avance? Oui, ou on avance plutôt. Bon, en tout cas, voilà, pendant la prise en 4, Pillman fait un splash sur Flair. Et après, il y a une double team, là, les deux se mettent à deux sur Ric Flair pour une fois de plus mettre en avant la storyline un peu actuelle, c'est-à-dire que sans Arn Anderson, Ric Flair n'a plus d'amis. Il est seul au monde, là. Mais vivons heureux, vivons cachés. Exactement. Mais là, c'est vrai que dans le catch, c'est compliqué de ne pas avoir d'amis. Hein. Toi-même, tu sais, hein, tu le sais. Ah bah oui, on est mieux avec des amis. Oui, il faut toujours que... On est mieux avec des amis dans la vie, mais surtout dans le catch.
Il faut toujours quelqu'un pour surveiller ses arrières. Et là, Arn Anderson n'est plus là pour surveiller les arrières de Ric Flair. Donc c'est la fin du show sur ça. Ric Flair, il va pas se laisser faire comme ça. Hein. J'espère pour lui. Je pense qu'il a des ressources. Et vu qu'il veut pas se laisser faire, Ric Flair, pendant le recap de la fin, on nous annonce que la semaine prochaine, en direct de Chicago. Ah oui, au Rosemont de Chicago. Rosemont qui a vu de nombreux grands combats, notamment Bret Hart, Steve Austin à WrestleMania 13. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre ? Il y avait le CM Punk John Cena de Money in the Bank 2011. En tout cas, la semaine prochaine, Ric Flair affronte à nouveau Arn Anderson, mais cette fois-ci, ce sera dans une cage, ce qui excite Mongo McMichael, qui avait catché, qui avait joué pour les Chicago Bears, donc il est très content, et il le dit pour conclure l'émission, « Wouh, je rentre à la maison, baby !» Oui. On aura d'autres choses dans le show, des choses un tout petit peu moins excitantes que Ric Flair contre Arn Anderson. On aura Hawk des Road Warriors contre Big Bubba Rogers. On aura aussi Sting contre Shark. Et on aura les débuts de Mr. JL, qui n'est autre que Jerry Lynn, masqué à la WCW contre Sabu. Alors ça, on a vraiment hâte. Eh ben écoute, tu es tellement excité que d'office, je ferai Raw la semaine prochaine, tu feras SmackDown. Nitro, pardon. Oui, ça me va très bien. Super. Donc ouais, c'est là-dessus que ce Nitro se termine, et c'est là-dessus que cette... on est combien ? C'est le 5e épisode, c'est ça ? 5e épisode. 5e épisode de la Monday Night War. J'espère qu'il vous a plu, comme d'habitude. Nous, c'est à chaque fois un plus grand plaisir de regarder les shows, et un encore plus grand plaisir de les reviewer, non seulement avec un ami de très longue date, mais aussi pour vous, bande de petits passionnés que vous êtes. Donc je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, et pour ce qui est de aujourd'hui, là, en 2019, au moment où vous regardez cette vidéo, ce soir, le 2 octobre, la AEW présente son premier show télé live en direct de Washington devant 14 000 personnes. Ils sont à guichet fermé. Après-demain soir, on a le premier SmackDown qui va fêter ses 20e anniversaire en direct sur Fox. Donc on est dans une période hautement excitante, et on va réfléchir avec Dimitri comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être partager ça aussi avec vous sous forme de podcast. Comme d'hab, bien sûr, dans les commentaires ou autres, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des envies à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez de la AEW, du SmackDown, les deux ? Je ne sais pas. C'est aussi pour vous qu'on fait ces émissions, donc n'hésitez pas à nous dire ce dont vous auriez envie. On lit les commentaires, et puis voilà. Portez-vous bien comme toujours. N'oubliez pas de regarder du catch 24h/24, et n'oubliez pas de garder la passion jusqu'à la semaine prochaine. Allez, bye bye.